Charlie Kirk était un militant conservateur fondateur du groupe Turning Point USA. Selon lui, le droit de porter des armes justifiait la mort de quelques enfants par an. Il a été assassiné sur le campus de l'Université de l'Utah par balle le 10 septembre 2025. Aujourd'hui, assumer un point de vue extrême est tendance. Cette tendance, issue d'algorithmes de recommandation de médias sociaux, a infiltré le discours politique et créé des autoroutes de radicalisation parcourues par une menace mal comprise, les acteurs solitaires ou lone wolves. Un acteur solitaire peut défier la logique par des choix qui semblent irrationnels. Mais cette irrationalité apparente n'est pas un bug, c'est un élément central de son fonctionnement. Chaque passage à l'acte d'un lone wolf est l'occasion pour le public d'essayer de le classer sur l'échiquier politique, à chaque fois en vain. Tyler Robinson qui tue Kirk, c'est une aubaine pour le camp Trump et sa volonté de traquer ses adversaires. Le présentateur Jimmy Kimmel, viré de l'antenne, des civils un peu trop satisfaits de ce meurtre licencié sous la pression de l'opinion publique. Nul besoin de répression, les mesures de rétorsion économique suffisent à montrer l'exemple et dissuader toute voix qui chercherait à retourner le ton venimeux et provocateur de Kirk contre lui-même. Par habitude, on divise la violence politique comme on divise les idées politiques, entre gauche et droite. Selon cette vision, la violence d'extrême droite est plus fréquente et meurtrière que la violence d'extrême gauche. Mais un lone wolf n'est pas un groupe, et le rattacher à un parti est une grille de lecture inadaptée. L'indice de démocratie américain se dégrade sur la dernière décennie. Des voix classent maintenant les US comme un régime autoritaire compétitif. Dans le même temps, les actes de violence politique explosent. Pour Harry Perliger, professeur de criminologie, deux facteurs la favorisent. Une polarisation extrême de la société et la perte de confiance dans les systèmes d'individus, groupes, mouvements, institutions. Ce n'est pas l'idéologie qui tue. Ce sont les gens. Ce n'est pas dans une idéologie que la violence prospère, c'est dans un système. Un lone wolf est comme un verre qu'on remplit. Le verre est tout ce qui l'empêche de tuer. Le liquide est tout ce qui l'y pousse. Quand ça déborde, les verrous sautent, ils frappent. Ce sont des griefs précis qui remplissent le verre, pas une idéologie cohérente. Au contraire, sa flexibilité, son ambiguïté, voire son incohérence est un facteur de risque. Le verre se remplit plus vite. Son idéologie est à la carte. Son engagement politique ordinaire est parfois faible, voire nul. Il s'expose peu et ne dévoile publiquement son intention que trop tard. L'intention broadcasting. Le verre se remplit à deux autres sources. 1. Le contexte social, c'est-à-dire les événements géopolitiques et tensions intergroupes, ethniques, religieux, surtout s'ils touchent des marginaux, des gens en souffrance psychique. Et 2. Des efforts coordonnés de groupes extrémistes pour influencer un public jeune. Les autoroutes de radicalisation ne sont pas seulement émergentes, certaines sont sciemment construites. Le délai médian entre une première exposition à des idées radicales et le passage à l'acte est divisé en deux en 20 ans. Des algorithmes toujours plus efficaces abreuvent de prospects des communautés radicales toujours mieux rodées. Pour les adversaires politiques de Kirk, son meurtre est une mauvaise affaire pour 3 raisons. 1. Il peut devenir un martyr, plus fort mort que vivant. 2. La décapitation de leadership n'aura pas lieu. Kirk n'est pas un leader, c'est un cadre. Même son organisation ne vit pas de lui, mais de son image, qui attire les mécènes et ne meurt pas avec lui. 3. L'homme politique, comme tout animal, est feignant. Confronté à la nécessité de choisir entre faire ce qui est bon pour plus tard et faire ce qui est confortable maintenant, beaucoup feront le mauvais choix. C'est pour ça que la majorité républicaine au Congrès a proposé une résolution qui honorait la vie et l'œuvre de Kirk, qui a été votée par notamment 95 démocrates, tandis que seulement 58 ont voté contre. C'est un piège politique redoutable. Des députés démocrates en minorité, possiblement en danger pour certains et manquant d'aura, chercheront à faire profil bas, plutôt accepter de rendre hommage et expliquer par la suite que c'est uniquement par refus de la violence. Certains, comme Ocasio-Cortez, ont une autorité symbolique certaine, mais fragile. Son ethos est celui de l'opposante au statu quo injuste. Cet ethos s'inscrit dans un attachement aux institutions et aux lois. Dans D&D, elle serait loyal bon. Bien sûr, elle vote contre cette résolution, mais la moindre erreur de com affaiblirait son ethos. Elle a rappelé son opposition à la violence, a relevé le caractère partisan et volontairement clivant de la résolution, et en a souligné la brutalité envers les victimes de discrimination. Honorer Kirk en Congrès, c'était cracher sur les groupes qu'il ciblait. Une rhétorique classique, mais efficace. Enfin, vraiment ? En condamnant sans réserve toute forme de violence, et aussi, n'est-elle pas, comme la plupart des politiciens, en train de répéter un message remâché pour préserver sa bonne conscience? Diffuser un message édulcoré face à l'instauration d'un régime autoritaire qui ne retient pas ses coups est-il raisonnable, ou bien est-ce une lâcheté de qui ne veut pas se salir les mains?
Hannah Arendt décrivait le pouvoir comme naissant d'une négation de la violence et construit par le dialogue et l'entente. Au contraire, la violence serait la négation du pouvoir, un bouton off qui détruit ce qui était pour faire place à l'opportunité de reconstruire un pouvoir nouveau par le dialogue. La violence avait autrefois cette place de moyen de lutte privilégié contre une autorité possiblement injuste. Ce n'est plus vrai. Le fossé de moyens qui se creuse entre les civils et l'État rend la lutte armée révolutionnaire de moins en moins efficace. Par ailleurs, Erika Chenoweth, ayant étudié des séries historiques, en conclut que la résistance civile non violente a 2 fois plus de chances de réussite que les luttes violentes et aboutit plus souvent sur la construction de régimes démocratiques. Il semble que l'attachement de aussi et d'autres à une lutte légale et non violente n'est pas seulement un moyen de préserver son ethos et sa bonne conscience aux dépens de l'impact de son action. C'est une stratégie pour en maximiser les chances de réussite. Probablement que ceux qui ont su protéger leur aura dans cette crise et les suivantes seront, s'ils survivent assez longtemps, pour consolider une autorité symbolique et qu'ils se construisent une sphère d'influence suffisante, l'avenir de la lutte contre le régime MAGA et ses métastases. Dans un monde où les US sont un régime autoritaire, inspiré par un syncrétisme entre un christianisme réactionnaire et un mysticisme Silicon Valley, intégrant transhumanisme, accélérationnisme et autres rêveries futuristes de gens qui ont trop d'argent et trop de temps libre, les perspectives d'avenir sont sinistres. Du meurtre de Charlie Kirk, on peut tirer comme leçon en restant pragmatique. 1. Un allié victime de violence peut être une carte à jouer. Accuser ses adversaires politiques pour en faire soit un martyr si on est en position de faiblesse, pour s'attirer la sympathie, ou exposer l'adversaire à la désapprobation publique, ou un totem d'immunité si on est en position de force, pour justifier une répression, ou forcer l'ennemi à renier son ethos. 2. La lutte contre un régime autoritaire a plus de chances d'aboutir en restant non violente. 3. Dans la lutte violente contre une organisation terroriste, une organisation politique ou un régime autoritaire, la décapitation de leadership n'est pas une stratégie efficace, sauf contre un groupe non structuré fortement personnifié dans un leader omnipotent. Et enfin, 4. Les lone wolves sont des acteurs hors système imprévisibles. Leurs idéologies confuses en font des boucs émissaires que chaque faction s'acharne à rattacher à ses adversaires. On peut créer les conditions de leur émergence et faciliter leur passage à l'acte. La place de leurs actions dans le jeu politique US n'est pas encore claire, car jusqu'à présent, rangée avec les séismes et crashs aériens dans les Fat Tail Risks, mais est destinée à devenir significative à mesure qu'ils deviennent une occurrence ordinaire. Si on écarte toute considération morale, chaque force politique aurait intérêt à se doter d'une cellule d'étude du phénomène et des capacités à guider leur émergence.